Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continuent. CNPC au lycée reprend service et comme vous le savez, nous sommes sur la dernière ligne droite. Pourquoi? Parce que d'ici à un mois, c'est l'examen de baccalauréat. Dans ce sens, nous allons essayer tout simplement de vous épauler en vous proposant tout simplement des exercices de révision, des exercices aussi qui sont tirés des bacs et des examens, des concours des années passées. Je pense que cela va vous plaire et cela va vous permettre tout simplement de bien préparer, n'est-ce pas, votre examen. Aujourd'hui, nous allons vous proposer quoi? Nous allons vous proposer un exercice sur la partie RLC. Donc, je vous demande tout simplement de bien prendre l'énoncé de l'exercice et ensemble, nous allons essayer tout simplement de proposer une correction. On se propose d'étudier expérimentalement un circuit RLC en régime sinusoïdal forcé. On dispose d'un conducteur ohmique de résistance R égale à 150 ohms, d'une bobine d'inductance L égale à 0,515 Henry de résistance interne négligeable, d'un condensateur de capacité C égale à 5 microfarad et d'un GBF de tension alternative sinusoïdale U de T égale à U max sinus de oméga T monté en série. On branche un oscilloscope bicourbe de manière à visualiser sur la voie A la tension U aux bornes du générateur et sur la voie B la tension UR aux bornes du conducteur ohmique. Pour ce qui est des données, base de temps 1 milliseconde par division. Pour ce qui est de la sensibilité verticale, 1 volt par division. Pour les deux voies, premièrement, représenter le schéma du montage indiquant les voies et la masse. Pour la deuxième partie, deuxième question, pour une certaine fréquence, on obtient les courbes du schéma ci-dessous. Premièrement, petit a, montrer que la courbe 1 représente la tension U de T. Deuxièmement, déterminer la fréquence des tensions U de T et UR de T. Petit c, déterminer l'impédance du Z du circuit à la fréquence. Ensuite, on vous demande tout simplement d'en déduire le déphasage delta phi qui est égal à phi U moins phi I. Voilà donc pour ce qui est de la première partie de l'exercice. Maintenant, nous allons aborder cette première partie en attendant tout simplement de voir la deuxième partie. Donc, on y va, on va proposer une... Vous avez l'énoncé de l'exercice, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vous propose tout simplement une correction, donc suivez attentivement. On demande tout simplement de donner le schéma du montage. Maintenant, le montage est constitué de quoi? Nous avons le générateur basse fréquence, ensuite suivi de quoi? Nous avons aussi le résisteur de résistance R, la bobine d'inductance L, mais aussi le condensateur de capacité C. Voilà, chers élèves, n'est-ce pas, le circuit électrique qui a été tout simplement décrit dans l'énoncé. Maintenant, nous n'avons pas encore terminé. Nous devons faire les branchements. Branchements nous permettant tout simplement de visualiser la tension aux bornes du GBF, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur, et la tension aux bornes du résisteur. Maintenant, pour cela, il faudrait que l'élève d'abord identifie les bornes du générateur, mais aussi les bornes du résisteur. Il faut aussi que vous sachiez que voir la tension aux bornes du résisteur, n'est-ce pas, revient de façon indirecte à voir l'intensité du courant. À partir de ce moment-là, maintenant, comment faire les branchements? Première étape, il faut tout simplement identifier les bornes du résisteur et les bornes du générateur. Les bornes du résisteur sont là. Et les bornes du générateur, c'est ce point-ci et ce point-là. Pourquoi? Parce que ces deux points aussi, on pouvait dire ce point-là et ce point-ci, mais ces deux points sont au même potentiel. Conséquence, on va prendre ce point-là et ce point-ci comme étant tout simplement les bornes du générateur et ce point-ci et ce point-là aussi comme étant les bornes du résisteur. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra d'abord placer quoi? La masse. C'est la masse qu'on doit placer en premier lieu. Mais où placer la masse pour pouvoir visualiser la tension aux bornes du résisteur et la tension aux bornes du générateur? Il faut tout simplement placer la masse à la borne commune entre le résisteur et tout simplement le générateur. Où est la borne commune? Elle est là. Donc ici, je place la masse. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? La masse étant placée, on va placer maintenant les voies YA et YB. YA nous permettant de visualiser la tension aux bornes du GBF et YB nous permettant tout simplement de visualiser la tension aux bornes du résisteur. N'est-ce pas? Vous voulez placer YA. Faites de sorte que YA et la masse encadre qui? Encadre le dipôle appelé générateur. Donc nous avons placé YA, ça y est là. YA et la masse encadrent le GBF. Conséquence, YA va nous permettre tout simplement de visualiser la tension aux bornes du générateur. Reste maintenant à placer tout simplement la voie YB. Où placer la voie YB? On doit le placer, on est d'accord, de façon à ce que YB et la masse encadrent qui? Encadre le dipôle résisteur.
regardez la position de YB. YB est choisi de sorte que YB est la masse encadre le dipôle régisseur. Voilà, chers élèves, ce qu'il fallait faire tout simplement pour proposer un branchement correct nous permettant de visualiser, n'est-ce pas, à la fois la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes du résisteur, ou bien de façon indirecte, nous permettant de visualiser la tension aux bornes du générateur et l'intensité du courant. J'espère que vous avez compris. Donc, on y va à l'étape suivante. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tout simplement, ou bien nous devons tout simplement montrer que la courbe 1 permet tout simplement de visualiser la tension aux bornes du générateur. Maintenant, comment faire pour justifier, ou bien pour faire, ok, pour identifier, ou bien pour prouver que tout simplement la courbe 1 permet tout simplement de visualiser la tension aux bornes du générateur. Donc là, il va falloir tout simplement que l'élève tout simplement se rappelle de l'expression de la tension aux bornes du générateur et mais aussi de l'expression de la tension aux bornes du résisteur pour un régime alternatif sinusoïdal. Maintenant, qu'est-ce que nous savons, n'est-ce pas? Bon, quelle est l'expression de la tension aux bornes du générateur, n'est-ce pas? Quelle est aussi l'expression de la tension aux bornes du GBF? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, l'étape suivante consiste tout simplement à montrer que la courbe 1 visualise la tension aux bornes du générateur. Maintenant, dans ce cas-là, comment faire pour, n'est-ce pas, identifier les courbes? Attention, chers élèves. Si vous visualisez à la fois la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes du résisteur, sachez que la tension aux bornes du générateur aura tout le temps, l'amplitude la plus importante. Pourquoi je dis cela? En effet, on va le justifier. Comment le justifier? Regardez. Vous êtes des mathématiciens, donc je vous fais confiance. Donc vous êtes d'accord avec moi lorsque je dis que R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga de tout au carré est soit supérieur ou égal à R carré. Si vous êtes d'accord là-dessus, n'est-ce pas, on peut y aller. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Racine donc de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga de tout au carré comment? Supérieur à racine de R carré. Mais à quoi est égal à racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga de tout au carré? Je pense que ça c'est l'impédance du dipôle RL. RL c'est noté Z. Donc Z sera comment? Supérieur ou égal à quoi? À racine de R carré. Racine de R carré qui est égal en toute rigueur à valeur absolue de R. Mais ceci va être égal à quoi? Ceci va être égal tout simplement à... Donc j'espère que vous suivez et que vous avez compris. Et l'inégalité ne changera pas si je multiplie par ici Imax, là et là aussi Imax. Donc Zimax sera comment? Zimax est supérieur à Rimax. Mais à quoi est égal à Zimax? Zimax se représente à Umax. Et d'accord. Et à quoi est égal à Rimax? Rimax n'est rien d'autre que Urmax. Qu'est-ce qu'on vient de justifier? Nous venons tout simplement de montrer tout simplement que Umax est comment? Umax est supérieur à tout simplement Urmax. Et si Umax est supérieur à Urmax, cela veut dire que la tension aux bornes, parce que Umax est relatif tout simplement au générateur, Urmax c'est pour le régisseur. Umax étant supérieur à Urmax, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la tension aux bornes du générateur aura tout le temps l'amplitude la plus importante comparée à la tension aux bornes du résisteur. À partir de ce moment-là, on est tous d'accord que la courbe 1 ayant l'amplitude la plus grande, n'est-ce pas, est tout simplement la courbe qui permet de visualiser la tension aux bornes du générateur. Donc voilà, nous avons justifié tout simplement que C1 correspond tout simplement à la tension aux bornes du générateur, ce qui veut dire tout simplement que C2 permet tout simplement de visualiser la tension aux bornes du résisteur. Donc on continue. L'étape suivante consiste tout simplement à déterminer la fréquence L. Ce que vous devez savoir, c'est que graphiquement, nous ne pouvons pas déterminer directement la fréquence L. Graphiquement, ce que nous pouvons déterminer, c'est comment? C'est tout simplement la période T. Maintenant, comment déterminer la période T? Suivez-nous attentivement et vous allez comprendre comment faire pour déterminer la période T. Nous avons déterminé la période T. Quelle est sa valeur? Donc, on va rappeler l'expression, la valeur tout simplement de la période T. T est égal à 8 millisecondes. Maintenant, comment déterminer à partir de T la fréquence N? On y va. Vous savez tout simplement que N est égal à l'inverse tout simplement de la période. N est égal à 1 sur T. À partir de ce moment-là, après calcul, qu'est-ce qu'on aura? Donc, après calcul, on aura tout simplement N est égal à 125 Hz. N est égal à 125 Hz. Maintenant, étape suivante. Ici, on nous demande tout simplement de déterminer l'impédance Z du circuit. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Nous savons ceci. Nous savons que Umax est égal à Z fois Imax, ce qui veut dire que Z est égal à quoi? Umax sur Imax.
Maintenant, comment déterminer Umax? C'est graphiquement. On va exploiter la courbe 1. La courbe 1, son amplitude correspond à tout simplement Umax. Maintenant, est-il possible de déterminer directement à partir de la courbe 2, n'est-ce pas, Imax? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'avec la courbe 2, on ne visualise pas en fait I, mais nous visualisons UR. Forcément, il existe une relation entre UR et I. Quelle est cette relation? Vous le savez mieux que moi. La relation, elle est là. UR max est égal à quoi? UR max est égal à RI max. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura I max va être égal à quoi? R, tout simplement. UR max, autant pour moi, sur grand R. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre tout simplement l'expression de I max qu'on va remplacer tout simplement dans l'expression de l'impédance où on avait, n'est-ce pas, Z égale à U max sur I max. À partir de ce moment-là, quelle va être la relation permettant de déterminer tout simplement l'impédance? On aura la relation suivante, Z égale à quoi? Z égale à U max sur UR max multiplié par R. Est-ce que nous avons U max? Allons-y au niveau de la courbe 1. On va déterminer U max. Est-ce que nous pouvons avoir UR max? Oui, effectivement, nous pouvons avoir UR max. Comment? À partir de la courbe 2 aussi, nous déterminons UR max. Et est-ce que nous avons R? R se trouve dans l'énoncé. À partir de ce moment-là, est-ce que nous pouvons calculer l'impédance? Je pense que oui. Allons-y, calculons l'impédance. Donc, je rappelle seulement que Umax, en exploitant la courbe 1, vous allez avoir 4 volts. UR max, en exploitant la courbe 2, vous allez avoir tout simplement 2 volts. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On aura tout simplement Z égale à 4 sur 2 multiplié par 150. 150 qui est égal à R, ça se trouve dans l'énoncé de l'exercice. Et on aura quoi? On aura, chers élèves, Z est égal à 300 ohms. Maintenant, nous avons déterminé Z. Attention aussi aux unités. Hein. Il faut placer correctement les unités. Sinon aussi, ok, vous risquez d'avoir des problèmes ou bien vous risquez de ne pas gagner des points là-dessus. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, on va aborder la dernière partie de cette première partie de l'exercice, c'est-à-dire de la partie grand 1. La partie consistant tout simplement à calculer. Calculer quoi? Le déphasage du circuit électrique. Donc pour calculer le déphasage, sachez que tout simplement que delta phi qu'on nous a proposé, c'est égal à quoi? Phi U moins phi I. Maintenant attention, delta phi peut être positif, delta phi peut être négatif, comme delta phi peut être nul. Si delta phi est positif, cela veut dire quoi? Cela veut dire que phi U moins phi I positif, ce qui veut dire tout simplement que phi U est supérieur à phi I. À partir de ce moment-là, on dira que le circuit que nous avons est un circuit inductif. D'accord? Dans le cas où delta phi est négatif, cela veut dire quoi? Phi U moins phi I négatif, ce qui veut dire tout simplement que phi U inférieur à phi I. Dans ce cas-là, on dira que le circuit tout simplement est capacitif. À partir de ce moment-là, bon, le circuit est capacitif et vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Dans le cas où delta phi est égal à 0, delta phi est égal à 0 pour dire tout simplement que phi U moins phi I est égal à 0. Conséquence, phi U égale à phi I. À partir de ce moment-là, on dira que nous avons un circuit résistif. Circuit résistif ou encore on dira que nous sommes à la résonance. Maintenant, nous pouvons aussi interpréter ça d'une autre manière. Delta phi positif, circuit inductif pour dire quoi? Pour dire tout simplement que la tension U est en avance sur l'intensité du courant I de T. Delta phi négatif, circuit capacitif. Circuit capacitif pour dire quoi? Que cette fois-ci, c'est l'intensité I qui est en avance tout simplement sur la tension U. Dans le cas où, n'est-ce pas, phi et U moins phi I est égal à 0, c'est-à-dire delta phi égal à 0. D'accord. Dans ce cas-là, on dira tout simplement que, n'est-ce pas, l'intensité et la tension sont en phase. Maintenant, que veut dire U est en avance sur I ou encore I est en avance sur U, n'est-ce pas? Si je dis que U est en avance sur I, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est U qui s'annule en premier lieu. C'est U qui va prendre sa valeur maximale en premier lieu. C'est U aussi qui va prendre sa valeur minimale en premier lieu. Si je dis que c'est I qui est en avance, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que cette fois-ci, c'est l'intensité du courant I qui s'annule en premier lieu, prend sa valeur maximale en premier lieu, mais prend aussi sa valeur minimale en premier lieu. Pour le cas que nous avons, regardez bien, n'est-ce pas, la figure. Si vous regardez bien la figure, nous avions identifié les courbes 1 et 2. On avait dit que la courbe 1 correspond à quoi? Correspond à la tension aux bornes du générateur. Et la courbe 2 correspond à quoi? La courbe 2 tout simplement permettait tout simplement de visualiser la tension aux bornes du résisteur. De façon indirecte aussi. Ça permet de visualiser l'intensité du courant. Et si vous regardez bien, la courbe 1 s'annule en premier lieu. La courbe 1 prend sa valeur maximale en premier lieu. La courbe 1 aussi prend sa valeur minimale en premier lieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que I s'annule, U autant pour moi, s'annule en premier lieu, prend sa valeur maximale en premier lieu, prend sa valeur minimale en premier lieu. Conséquence, U est en avance sur I. Et si U est en avance sur I, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le circuit que nous avons est un circuit, comment? Un circuit inductif. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement que le déphasage
qu'on aura sera un déphasage positif. À partir de ce moment-là, si on sait que ça va être positif, on peut maintenant appliquer la formule nous permettant tout simplement de calculer le déphasage. Donc, qu'est-ce qu'on a? Delta phi en valeur absolue est égal à 2 pi multiplié par petit t sur grand T. Grand T représente la période, petit t représente quoi? Le décalage temporel. Allons-y sur l'axe des temps. C'est le décalage entre les deux courbes. Et si vous regardez bien, ça correspond à 1 seconde, 1 milliseconde, ou bien ça correspond à une division pour être beaucoup plus précis. Et nous savons qu'une division, pour le cas que nous avons, correspond à 1 milliseconde. À partir de ce moment-là, nous connaissons t, nous l'avions déterminé, c'était combien? 8 millisecondes. Petit t, le décalage temporel, on a dit que ça correspond à une division qui correspond à combien? Qui correspond donc à 1 milliseconde. À partir de ce moment-là, donc je pense que nous pouvons calculer tout simplement le déphasage delta phi. Comment? Calculons. Bien, regardez bien. Donc après calcul, on aura quoi? Delta phi va être égal à quoi? Pi sur 4 en valeur absolue. Mais vu que nous savons, n'est-ce pas, que le circuit que nous avons est un circuit qui est inductif, conséquence delta phi est positif. Donc du coup, on aura tout simplement quoi? On aura delta phi est égal à pi sur 4 radians. Voilà, chers élèves, n'est-ce pas? Un exemple classique d'exercice sur la partie circuit RLC que je vous ai proposé dans la partie grand 1 de cet exercice. Donc j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait. À partir de ce moment-là, on peut attaquer sans plus tarder la partie 2 de notre exercice. Allons-y, attaquons la partie 2. Maintenant, nous abordons la deuxième partie de l'exercice. On souhaite construire point par point la courbe représentative I égale à f de n, où I représente l'intensité efficace et n la fréquence imposée par le GBF. La valeur efficace de la tension aux bornes du générateur étant maintenue égale à U égale à 2 volts. On a changé les valeurs de la résistance du conducteur ohmique et de la capacité du condensateur. L'inductance de la bobine est L égale à 0,1 Henry. On fait varier la fréquence de la tension entre 100 Hz et 240 Hz et on relève pour chaque fréquence les valeurs de l'intensité efficace I en fonction de N. Des mesures ont conduit à la courbe donnée ci-dessous. N'est-ce pas? Premièrement, déterminer graphiquement la fréquence N0, n'est-ce pas, de la résonance. Déterminer aussi à l'aide de la courbe les valeurs de R et de C. Et en dernier lieu, on vous demandera tout simplement de donner l'expression du facteur de qualité Q, puis de calculer la valeur du facteur de qualité. Ce que vous devez savoir, c'est que la partie 2 étudie quoi? Étudie tout simplement la résonance. Et qu'est-ce qu'on a? On nous a tout simplement donné une courbe de résonance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons exploiter cette courbe de résonance afin de calculer ou bien de répondre à la première question. On demande tout simplement de déterminer la fréquence N0 à la résonance. Maintenant, je vous montre comment faire pour répondre à cette question. Je représente au tableau tout simplement l'allure de la courbe qu'on vous a proposée. Maintenant, regardez cette courbe. Cette courbe admet un maximum. Ça y est là, le point M maximum. D'accord? L'abscisse de ce maximum correspond tout simplement à la fréquence, à la résonance. Donc, comment faire? Il va falloir tout simplement projeter pour venir ici. Et la valeur tout simplement de N qu'on aura à ce niveau, c'est cette valeur de N qui va correspondre tout simplement à la résonance. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si vous regardez bien tout simplement la courbe que nous avons proposée, qu'est-ce qu'on aura comme valeur de N0? On aura N0 est égal à 120 Hz. Donc graphiquement, nous avons pu déterminer la valeur de N0, la fréquence à la résonance, qui correspond à combien? Ça, la valeur qu'on a obtenue, c'est 120 Hz. Maintenant, on répond à la question suivante. Pour la partie suivante, on demande tout simplement de déterminer les valeurs de R, résistance du résistor, et C, n'est-ce pas, la capacité du condensateur. Commençons d'abord par déterminer tout simplement R. Maintenant, comment déterminer R? Toujours, on va regarder l'allure de la courbe qu'on a. Si vous regardez bien l'allure de la courbe que vous avez, la courbe de résonance, je veux dire, d'accord, le point M étant là, le maximum, d'accord, n'est-ce pas, la fréquence à la résonance N0 est là. Maintenant, il va falloir tout simplement qu'on détermine l'intensité à la résonance. Au point M, maximum, l'intensité correspondante n'est rien d'autre que l'intensité à la résonance. Donc, on va projeter ici pour tout simplement avoir la valeur de I0. Et si vous le faites, combien vous aurez? Regardez la courbe qu'on vous a proposée et donnez-nous la valeur de I0. Donc, on aura tout simplement I0 égale à 200 mA. C'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire que I0 est égal à 0,2 ampères. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement de cette valeur de I0? On va se rappeler de ce que nous savons. D'abord, nous savons que Umax égale à quoi? ZImax. On est d'accord. Mais aussi, nous savons aussi que, oui,
On a dit U max est égal à Z I max, mais on peut aussi travailler avec les valeurs efficaces pour dire quoi? Que U efficace est égal à quoi? ZI efficace. Seulement, à la résonance, qu'est-ce qu'on a? À la résonance, l'élève doit savoir ceci. Qu'est-ce qu'il doit savoir en fait? À la résonance, Z est égal à la somme des résistances. Ici, nous avons une seule résistance, donc Z est égal à R, mais aussi nous venons de dire que I égale à quoi? I0. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'élève va me dire? Il va me dire que donc la valeur de U égale à quoi? L'expression U égale à Z fois I peut s'écrire sur la forme, vu que Z est égal à R, U égale à quoi? R multiplié par I0. Et si U est égal à R fois I0, donc on aura R qui va être égal à quoi? U sur I0. Quelle est la valeur de U? C'était fixé. Quelle est la valeur de I0? On l'a déterminé. On va calculer tout simplement pour déterminer R. On aura tout simplement R égale à quoi? 2 pour U, 0,2 pour I0. Et après calcul, on aura tout simplement grand R est égal à 10 ohms. Voilà, chers élèves, comment faire pour déterminer R. Et nous avons déterminé R. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer la capacité C. Nous avions N0, qui est la fréquence à la résonance. Mais cette fréquence à la résonance est aussi la fréquence de l'oscillateur électrique libre non amorti correspondant. Donc, et si tel est le cas, qu'est-ce qu'on peut dire de tout simplement de la fréquence N0? On aura N0 qui va être égal à quoi? 1 sur 2 pi racine de LC. La fréquence à la résonance étant tout simplement la fréquence d'un oscillateur électrique libre non amorti correspondant, ou bien à la fréquence de l'oscillateur électrique libre non amorti correspondant. Et la fréquence d'un oscillateur électrique libre non amorti est donnée tout simplement par la formule N0 est égal à quoi? 1 sur 2 pi racine de LC. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste tout simplement à tirer l'expression permettant de calculer C à partir de cette relation. Donc on aura tout simplement donc N0 carré égale à 1 sur 4 pi carré L de C. Ce qui veut dire tout simplement que C va être égal à 1 sur 4 pi carré N0 carré multiplié tout simplement par L. Après calcul, qu'est-ce qu'on aura? Bon, moi j'ai trouvé tout après calcul N0 égale à 1,67 10 puissance moins 5 farad. Mais encore une fois, pour l'instant, l'étape la plus importante c'est la compréhension. Après les calculs numériques, on va dire. Maintenant, voilà, vérifier, n'est-ce pas, si effectivement nous avons 1,76 10 puissance moins 5 farad. Et si vous n'avez pas cette valeur, n'est-ce pas, faites-le moi savoir, ok, par vos commentaires sur la chaîne YouTube. Donc, allons-y. On aborde maintenant la dernière partie de l'exercice où on demande tout simplement de donner l'expression tout simplement du facteur de qualité Q. Qu'est-ce qu'on sait de Q, facteur de qualité? Apprenez vos leçons et donnez-nous l'expression. Vous allez avoir quoi? Donc on a Q est égal à quoi? N0 sur delta N. N0 c'est la fréquence tout simplement à la résonance. Maintenant, que représente delta N? Delta N c'est la largeur, n'est-ce pas, de la bande passante. Maintenant c'est là où il y a, n'est-ce pas, lieu de savoir comment faire pour déterminer delta N. Et pour cela aussi je vais vous montrer comment faire pour déterminer tout simplement la largeur de la bande passante. Toujours, c'est graphiquement que nous allons déterminer. Maintenant, nous avons encore l'allure tout simplement de la courbe à la résonance. Ici, c'est le point M qui est le maximum. L'intensité correspondante, c'est I0. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement placer sur la courbe l'intensité I qui est égale à quoi? I0 sur racine de 2. On va placer ça sur l'axe des ordonnées. Donc, supposons que maintenant, nous avons I0 sur racine de 2 qui est ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir que I0 sur racine de 2 va avoir deux points correspondants sur la courbe. Ce point-ci et ce point-là. À partir de ce moment-là, les deux points étant ici et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste tout simplement à, n'est-ce pas, aller sur l'axe des temps, l'axe des fréquences autant pour moi. Donc les deux points étant là, n'est-ce pas, ce point-là aura pour fréquence N1, celui-là aussi aura pour fréquence N2, et d'accord, et delta N qu'on cherche sera égal à quoi? N2 moins N1. Maintenant, si vous avez compris cette étape, qu'est-ce qu'il reste à faire? Exploiter la courbe que je vous ai donnée, placer I0 sur racine de 2, parce que vous savez que I0 était égal à 0,2, n'est-ce pas, ampères, à savoir 200 mA. En plaçant I0 sur racine de 2, n'est-ce pas, sur la courbe, allez-y pour avoir les deux points. Et pour ces deux points, maintenant, allez-y pour déterminer tout simplement, n'est-ce pas, N1 et N2. Si vous avez N1 et N2, tout simplement, la différence N2 moins N1 vous donnera tout simplement la largeur de la bande passante. Bon, moi j'ai déterminé delta N, n'est-ce pas, mais j'ai trouvé delta N qui est, n'est-ce pas, égal à 24 Hz. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je connais delta N, je connais N0. Je pense que je peux calculer
le facteur de qualité Q. Voilà, donc en calculant, donc on aura Q égale à quoi? 120 sur 24, et 120 sur 24, lorsque vous faites le calcul, vous allez avoir quoi? Q égale à 5, et sachez que Q n'a pas d'unité. Voilà donc, chers élèves, ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui, tout en espérant que cette vidéo va vous plaire et qui va vous permettre tout simplement de bien comprendre la partie RLC. Si tel est le cas, faites-nous le savoir dans les commentaires. Et si vous voulez aussi qu'on continue, n'est-ce pas, ces séances de révision aussi, merci tout simplement de nous le faire savoir, soit, n'est-ce pas, dans vos commentaires sur YouTube, ou bien pour ceux qui ont notre numéro, nos numéros aussi, vous pouvez nous contacter directement via WhatsApp pour tout simplement nous faire part tout simplement de votre avis. S'il y a aussi des remarques et des suggestions à faire aussi, n'est-ce pas, notre porte ou bien nos portes sont grandement ouvertes tout simplement pour ces suggestions et remarques. À partir de ce moment-là, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. CNPC au lycée vous remercie profondément, tout en espérant vous revoir très bientôt. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que la partie 2 étudie quoi? Étudie tout simplement la résonance. Et qu'est-ce qu'on a? On nous a tout simplement donné une courbe de résonance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons exploiter cette courbe de résonance afin de calculer ou bien de répondre à la première question. On demande tout simplement de déterminer la fréquence N0 à la résonance. Maintenant, je vous montre comment faire pour répondre à cette question. Je représente au tableau tout simplement la lutte de la courbe qu'on vous a proposée. Maintenant, regardez cette courbe. Cette courbe admet un maximum. Ça y est là, le point M maximum. D'accord? L'abscisse de ce maximum correspond tout simplement à la fréquence, à la résonance. Donc, comment faire? Il va falloir tout simplement projeter pour venir ici. Et la valeur tout simplement de N qu'on aura à ce niveau, c'est cette valeur de N qui va correspondre tout simplement à la résonance. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si vous regardez bien tout simplement la courbe que nous avons proposée, qu'est-ce qu'on aura comme valeur de N0? On aura N0 est égal à 120 Hz. Ce que vous devez savoir, c'est que la partie 2 étudie quoi? Étudie tout simplement la résonance. Et qu'est-ce qu'on a? On nous a tout simplement donné une courbe de résonance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons exploiter cette courbe de résonance afin de calculer ou bien de répondre à la première question. On demande tout simplement de déterminer la fréquence N0 à la résonance. Maintenant, je vous montre comment faire pour répondre à cette question. Je représente au tableau tout simplement la lutte de la courbe qu'on vous a proposée. Maintenant, regardez cette courbe. Cette courbe admet un maximum. Ça y est là, le point M maximum. D'accord? L'abscisse de ce maximum correspond tout simplement à la fréquence, à la résonance. Donc, comment faire? Il va falloir tout simplement projeter pour venir ici. Et la valeur tout simplement de N qu'on aura à ce niveau, c'est cette valeur de N qui va correspondre tout simplement à la résonance. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si vous regardez bien tout simplement la courbe que nous avons proposée, qu'est-ce qu'on aura comme valeur de N0? On aura N0 est égal à 120 Hz.